Bonjour à tous. Alors moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Bruno Guillet-Chalvron, le délégué général d'AJP. Et en fait, ça fait depuis plusieurs années qu'AJP, on participe au Insure Day. Et l'année dernière, quand Peter, bon, il n'est pas là, mais je remercie Peter pour l'organisation, quand Peter nous a appelés pour nous dévoiler le thème de cette année, on s'est tout de suite dit qu'il y avait une convergence absolue entre ce thème et ce que nous faisons à AJP. À JP, nous, on conçoit des produits d'assurance prévoyance, santé, emprunteur, épargne et de retraite depuis 1976. Et ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on a la conviction que le secteur de l'assurance, il est clé dans la transformation de l'économie et dans le responsable, la transformation écologique de l'économie. Il est clé pourquoi? Il est clé parce que d'abord, l'assurance, c'est au cœur de la vie des gens. On assure des biens, on assure des entreprises, on assure des activités, on assure des personnes. Tous les Français ont un contrat d'assurance. Ils le font jouer d'ailleurs, même régulièrement. Et aussi parce que l'assurance est un acteur majeur de l'économie nationale, un impact très fort sur l'économie nationale et internationale. Et donc, comme beaucoup d'acteurs, aujourd'hui, on a dans toutes nos réflexions, comment est-ce que nos produits, nos services peuvent améliorer ces aspects responsables, décarbonisation de la société. Et depuis 2 ans maintenant, on a essayé de changer de braquet. On a changé de braquet en se disant que c'est pas en prenant petit bout par petit bout, ça fait avancer les choses, mais on peut faire avancer les choses de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus grande en regardant l'ensemble de la chaîne et en faisant en sorte que tous les partenaires avec qui nous travaillons aient dans leur réflexion et dans leur envie de travailler avec nous, avec AJP, cette volonté d'avoir aussi un impact positif pour la société. Dans toute la chaîne de valeur, dans nos produits, donc dans nos garanties d'assurance qu'on propose, mais aussi dans les investissements qui sont proposés dans nos contrats d'assurance, donc notamment avec Kinco, qui est représenté aujourd'hui ici par Jean-Michel et qui va se présenter dans quelques secondes. Dans la gestion des contrats, avec notre centre de gestion administrative qui se trouve à Strasbourg, qui est représenté par Ariane, et qui a cette mesure de l'empreinte carbone au cœur de sa stratégie pour les années à venir. Et aussi, et ça c'est inédit en fait, en France, dans la vente, dans les réseaux de distribution, avec un de nos réseaux partenaires, les réseaux A2P d'AXA, qui est représenté par ANEN, et qui a été le premier réseau de France à se doter d'une mission, dans la logique des entreprises avec une mission. Et c'est de ça dont on voulait, donc Peter nous a demandé de vous parler aujourd'hui, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut essayer d'avoir cette vision globale, et comment est-ce que, et nous en tout cas à AJP, on peut vous donner cette promesse aux clients qui viennent nous voir de dire quand vous souscrivez un contrat AJP, eh ben on a fait en sorte que dans toutes les étapes, dans tous les partenariats, dans toutes les parties prenantes de la souscription du contrat jusqu'au paiement du sinistre, on fait en sorte que cet impact il soit aujourd'hui mesuré et positif pour la société. Alors je vais commencer chacun d'entre vous par vous présenter en 2 minutes et vos structures. Ariane? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Ariane Lanois, responsable de la communication et de la RSE d'Addis. Donc, Addis, comme l'a dit Bruno, c'est le centre de gestion d'AJP. Nous sommes filiales d'AXA France, basée effectivement, allez, je dis Schiltigheim, j'ose dire Schiltigheim, c'est plus compliqué que Strasbourg, mais c'est juste à côté. Et aujourd'hui, on gère à peu près 900 000, un peu plus de 900 000 contrats, 900 000 adhésions à JP, et nous avons 550 salariés dans l'entreprise. Anen? Oui, bonjour à toutes et à tous. Et donc, moi, c'est Anen Joma et je suis la responsable de la direction offre, développement commercial, expertise et réseau avec une mission. Au sein du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine, et donc c'est un réseau d'agents généraux indépendants, 1500 agents répartis sur toute la France. Et on fait partie évidemment des 3 réseaux majeurs d'AXA France. Et Jean-Michel? Bonjour à tous, Jean-Michel Lécuyer. Donc, j'appartiens à une organisation qui s'appelle INCO et dont la vocation est d'apporter un appui aux entreprises qui ont un fort impact social, environnemental, qui développent des solutions innovantes dans ce domaine. Et donc moi, mon rôle, c'est de gérer des fonds d'investissement, et notamment un qui s'appelle INCO Investissement, dont AJP est devenu l'un des principaux investisseurs. Et nous investissons dans des entreprises qui ont un fort potentiel de développement économique, mais aussi de développement d'un impact social, environnemental. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Alors pour commencer par la table ronde, Ariane, raconte-nous, Addis, les engagements RSE, la notion d'impact, comment vous la déclinez dans vos réflexions, dans votre stratégie?
Alors, la signature d'AJP, c'est d'être une association engagée et responsable. Et il va de soi que pour son centre de gestion, nous devons également d'être engagés et responsables. Je dirais que ça s'organise autour de trois engagements ou 3 niveaux d'engagement, en tout cas pour une entreprise de notre taille. Le premier, ce sont des engagements pour la société, pour la cité. Donc, on a des engagements responsables et solidaires, des actions pour aider les jeunes en décrochage scolaire, des opérations solidaires dans le cadre d'Octobre Rose. On a beaucoup d'actions qu'on mène en interne avec nos collaborateurs et en tant qu'entreprise au niveau local. On a également un deuxième niveau d'engagement. Évidemment, c'est un engagement auprès de nos collaborateurs. Donc, la qualité de vie au travail, ça fait partie de la RSE. C'est une chose dont on est convaincu chez Addis depuis toujours, que pour avoir des adhérents heureux, on doit commencer par avoir aussi des collaborateurs heureux. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est quelque chose à laquelle nous portons beaucoup d'attention. On pourrait faire une table ronde entière sur le sujet, mais c'est pas sur ça qu'on veut focuser aujourd'hui. Mais ça fait quand même partie des 3 grands piliers de responsabilité de notre entreprise. Et le troisième, donc celui sur lequel on zoomera aussi un petit peu après dans la question suivante, c'est notre engagement finalement pour la planète, notre engagement éco-responsable. Donc je porte un badge, alors de là où vous êtes, vous ne pouvez pas le lire, mais c'est écrit ADER dessus, ça veut dire Addis démarche éco-responsable. Donc c'est un réel projet, une réelle démarche qu'on a officialisée cette année. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on fait là-dessus et sur les engagements pour répondre dans cette partie-là aussi sur quelque chose qui est assez important, je crois, dans le monde de l'assurance et sur un centre de gestion. On brasse évidemment beaucoup de papier. Donc on a déjà démarré depuis quelques années un grand programme qu'on appelle le zéro papier, tout simplement, qui consiste évidemment à digitaliser. Et là, j'ai préparé un petit chiffre avant de venir. On est sur un bon chemin, puisqu'en 2014, on utilisait 25 tonnes de papier pour écrire aux 600 000 adhérents d'AJP. Aujourd'hui, on a baissé à 7 tonnes. Il y a encore un peu de chemin, mais en tout cas, le zéro papier est une des manières en fait, de rendre un peu plus responsable la gestion des contrats, tout simplement en la digitalisant. Et toi, Jean-Michel, tu vois aussi partout en France des sociétés qui ont cette volonté dans leur réflexion et même dans leur modèle d'avoir un impact écologique important. Est-ce que tu as des exemples de sociétés dans lesquelles les adhérents à AJP peuvent investir à travers leurs produits ? Oui, on en voit beaucoup. Nous, notre métier, c'est de détecter ces entreprises-là. Alors, quand elles sont à un stade où elles ont commencé à faire leur preuve de concept, c'est-à-dire sur un territoire donné, par exemple, et leur sujet, ça va être de changer d'échelle et de couvrir l'ensemble du territoire. Et donc, nous, en fait, on fait du private equity. On investit en capital dans ces entreprises pour leur donner les moyens de se développer. Donc, si j'illustre mon propos, en fait, il y a des sujets qui sont des problématiques sociales ou environnementales à résoudre et dont des entrepreneurs, souvent de jeunes entrepreneurs, décident de se saisir et de mettre toute leur énergie pour le résoudre. Donc un exemple, le sujet du gaspillage alimentaire, notamment au niveau des super et des hypermarchés. Il y avait jusqu'à il y a quelques années énormément de nourriture qui était perdue parce que périmée. L'entreprise Phoenix dans laquelle nous avons investi donc, est devenue le leader en France de quoi ? De la récupération de ces invendus alimentaires et de l'organisation de circuits d'utilisation de ces invendus, de telle sorte que soit des particuliers à travers un système de vente de paniers à prix réduit, soit des associations à travers un système de dons aux associations puissent ensuite valoriser cette nourriture en tant que nourriture et éviter qu'elle se transforme en déchets. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas des micro-solutions. Il y a des entreprises qui développent à l'échelle des solutions. Dans le cas de Phoenix, c'est chaque année 54 millions de repas, enfin pour 2021, 54 millions de repas sauvés. Et l'impact environnemental est également énorme, parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour faire 1 kg de nourriture, il faut à peu près 15 kg de CO2. Enfin, on émet 15 kg de CO2. Ça veut dire que quand Phoenix évite finalement la production de 28 000 tonnes de nourriture parce qu'elle les sauve du gaspillage, et ben c'est 28 000 tonnes fois 15 de CO2 dont l'émission est évitée dans l'atmosphère. Donc c'est absolument considérable. Et on investit dans d'autres entreprises qui ont des impacts tout à fait significatifs. Vous savez aussi qu'on a un gros problème en France, c'est le décrochage scolaire, vous en parlez tout à l'heure. 150 000 jeunes qui sortent du circuit et ensuite ils coûtent très cher à la société et accessoirement leur vie est quand même assez chaotique. À côté de ça, on a des champs vraiment intéressants de développement d'emploi qui existent pour lesquels il ne faut pas forcément faire des années d'études et notamment dans le domaine IT.
Donc nous, on a investi dans une entreprise qui s'appelle Simplon, qui a été l'un des pionniers de la formation gratuite en travaillant avec Pôle emploi, les OPCO, les régions, au métier du numérique de ces jeunes décrocheurs, mais aussi des réfugiés, et qui obtient des résultats très intéressants, puisque depuis une dizaine d'années que Simplon existe, ils ont permis à peu près 38 000 personnes de retrouver un emploi dans le domaine de l'IT, alors que c'était des gens qui étaient sortis du circuit et qui n'avaient pas de formation. Voilà, donc en mettant à disposition de ces entreprises des moyens très raisonnables, à chaque fois nous on investit quelques millions, alors évidemment on n'est pas les seules parties prenantes à les soutenir, mais on peut induire des effets sociaux ou des effets environnementaux tout à fait intéressants. Et pour ça on a besoin d'investisseurs, et les assureurs, et notamment AJP et ses adhérents, sont tout à fait essentiels dans la chaîne de valeur. Effectivement, parce que c'est vrai que les investissements, aujourd'hui le responsable, une des premières façon de le faire, c'est de donner la possibilité aux clients d'investir de façon responsable. Et c'est important derrière qu'ils puissent connaître les projets justement dans lesquels ces investissements sont faits et l'impact que ces projets peuvent avoir sur la société. Et dans cette notion de connaître, il y a aussi toute la notion d'explication des produits qui est faite par les conseillers et tous les défis qui sont portés par aujourd'hui ces personnes qui vendent des produits, qui sont en contact direct avec ces clients. Et donc Anen, au niveau du réseau, quels sont vos engagements à vous ? Alors Bruno, tu l'as dit, tu viens de le dire d'ailleurs, les réseaux de distribution viennent au bout de la chaîne de valeur, ils viennent en contact direct avec les clients, avec nous tous, avec nous, dans nos choix d'assurance, de retraite, d'épargne. Et effectivement, alors c'est vrai que les entreprises sont un peu en avance par rapport aux particuliers en termes de prise de conscience de tous les impacts environnementaux, climat, etc. Et donc, ils sont en train de mieux en mieux et de plus en plus de challenger nos agents autour de en quoi est-ce que je peux choisir un A2P plus qu'un autre parce qu'il est engagé, en quoi ces engagements ont un impact sur la société. Et puis, ils nous challenge aussi de plus en plus sur toute la chaîne de valeur. Ok, vous êtes engagé en tant que personne, mais en quoi est-ce que vos produits sont engagés, en quoi est-ce que le centre de gestion que je vais appeler quand je serai devant un sinistre ou pour une prestation est engagé, etc. etc. Et effectivement, le réseau AXA Prévoyance et Patrimoine, depuis un an, en avril 2021, s'est engagé dans une démarche visionnaire, innovante, puisque c'est le tout premier réseau de distribution de France qui a eu le label de réseau de distribution à mission. Donc vous avez entendu parler probablement des entreprises à mission. Nous, on est un réseau de distribution, on n'a pas de statut, mais pour tout le reste des conditions de l'entreprise à mission, on coche effectivement toutes ces conditions. Ça veut dire qu'on a une mission, on a des engagements, on a d'ailleurs plus particulièrement 4 engagements. Le premier sur l'expertise. Évidemment, on est des agents d'experts en protection sociale et patrimoniale, mais là, on va plus loin pour que les agents puissent être aussi experts en termes d'ESG, d'épargne responsable, etc., pour qu'ils puissent porter cette pédagogie auprès de leurs clients. Ce qui m'amène au deuxième engagement, à savoir la relation de proximité que l'agent doit continuer à entretenir vis-à-vis de ses clients. Donc ça rentre complètement dans sa mission, mais l'engagement du réseau avec une mission, c'est d'aller encore plus loin pour porter cette pédagogie de qu'est-ce qu'une épargne responsable, etc., vis-à-vis de ses clients. Le troisième engagement, c'est l'engagement des solutions citoyennes. Donc nous, on s'engage AXA avec la JP justement à proposer à nos agents et donc à nos clients des solutions citoyennes, une épargne responsable, labellisée et qui porte tous les engagements verts qu'on souhaite. Et enfin, et c'est probablement l'engagement le plus personnel de toute la démarche, c'est en quoi est-ce que l'agent, AXA Prévoyance et Patrimoine, est un acteur d'un monde plus responsable. Et donc là, ça porte toute la dimension d'engagement sociétal qui est très personnel, évidemment. C'est le soutien associatif au cœur des territoires et c'est aussi la réduction de l'empreinte carbone de l'agence, donc en prenant plus les transports, dans la démarche zéro papier, etc., etc. Et donc toute cette démarche, ce qui la différencie, parce qu'on est très nombreux sur le marché à s'engager dans cette démarche-là, mais sauf que le fait d'être entreprise à mission nous oblige à être audités
chaque année par un organisme externe, Ernst & Young pour ne pas les citer. Et donc cet organisme, il vient nous auditer pour voir est-ce que les engagements qu'on s'est pris sont différenciants, parce que comme la réglementation bouge, donc il faut systématiquement qu'on aille au-delà de la réglementation, et si chaque année on a respecté nos engagements côté compagnie et côté agent. Alors, je reviens sur le troisième point. C'est vrai que, petit aparté par rapport à la table ronde, moi je suis toujours frappé de la capacité des agents généraux à nous donner des idées dans nos produits, justement pour aller chercher encore plus loin et à pousser ce vecteur d'engagement dans toutes nos activités. C'est-à-dire que c'est une démarche qu'on porte nous en tant qu'entreprise, mais finalement le réseau de distribution se l'est beaucoup approprié. Et c'est d'ailleurs la question, comment est-ce qu'on décide d'être un réseau avec une mission et comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que tous les agents acceptent d'être avec une mission ou en tout cas la valorisent dans leur activité? Oh mon Dieu. C'est vrai que c'est une question pas simple parce que, et on l'a vu petit à petit, là tout le monde parle d'engagement, mais quand on commence à parler business engagé, la question du business vient d'abord et l'engagement peut-être après. Donc ça c'était au début. Pour tout vous dire, c'est vrai qu'au tout début, évidemment, on avait beaucoup d'agents qui étaient moteurs, et c'est ce que tu disais, ils étaient même à l'initiative de cette démarche d'agents de réseau avec une mission. Donc il y avait toujours des agents pionniers, mais il a fallu vraiment apporter aussi beaucoup de pédagogie autour de l'intérêt pour le business et pour la société de s'embarquer dans cette démarche. Et très concrètement, si je dois retenir 2 réalisations concrètes depuis l'année dernière, c'est suite à l'audit Ernst & Young, donc 1 an après le lancement du réseau avec une mission, 98% de nos agents, donc des 1500 agents du réseau, ont été labellisés agents engagés et donc qui ont respecté leur engagement. Et ça, pour moi, c'est franchement une vraie victoire et une véritable satisfaction. C'est pas fini parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chaque année, on remet les compteurs à zéro, on remet le bon niveau des engagements et on repart sur un nouvel audit pour voir est-ce qu'on a respecté ou pas nos engagements. Donc ça, c'est la première réalisation phare. La deuxième, on a été aussi le tout premier réseau de distribution à mesurer son bilan carbone. Ça s'est fait au mois de juin de cette année. On l'a partagé d'ailleurs lors du congrès du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine. Et donc ça, c'est la toute première étape. Vous savez très bien qu'on est nombreux aussi à aller vers la volonté de mesurer notre impact carbone, parce que sans mesure, on ne peut pas piloter et donc on ne peut pas réduire. Et donc tout l'enjeu qui est devant nous, c'est de voir quels sont les bons leviers de réduction et d'animer notre réseau pour aller dans ce sens. Alors, je suis content que tu parles de l'empreinte carbone. C'est vrai que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'un agent général, au-delà d'être un distributeur, c'est aussi un chef d'entreprise. Il a des bureaux, il a des collaborateurs, etc. Et que le fait de vouloir prendre en compte l'impact carbone de chacun des agents, c'est quelque chose d'extrêmement novateur. Et de pouvoir derrière avoir des actions de réduction, c'est quelque chose que moi, je n'avais jamais vu sur le marché et qui montre à quel point on veut déployer la démarche assez profondément jusqu'à ce niveau d'activité-là. Et justement, l'empreinte carbone, c'est... en tout cas dans l'esprit collectif et d'un point de vue général, une mesure que tout le monde comprend, que tout le monde connaît et que tout le monde perçoit. C'est un axe de travail intéressant et sur lequel on peut vraiment aujourd'hui apporter des choses positives. Et donc toi, Ariane, à l'ADIS, comment est-ce que vous travaillez sur cette notion d'impact carbone ? Alors, comme tu l'as dit au début, on a depuis longtemps chez Addis, on fait des petites choses, mais moi je suis convaincue que les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc c'est bien de le faire. On a par exemple commencé au retour sur site après le confinement. On a dit c'est le moment de passer en zéro plastique sur site. On enlève toutes les bouteilles d'eau et on offre à chaque collaborateur une gourde durable. Donc ça, c'est les petites choses qu'on faisait. Puis à un moment, on s'est dit, bon, c'est bien les petites choses, mais il faut aussi qu'on passe un cap. Et exactement comme chez les A2P, comme l'a dit Annette, on avait besoin d'un indicateur. Et donc, on s'est lancé cette année. On a fait effectivement pour la première fois notre bilan carbone. Donc, faire un bilan carbone, aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. Il y a des organismes spécialisés, des plateformes Internet qui sont très bien faites. Donc, on a fait ce qu'on appelle un bilan carbone 3 scopes. Donc, c'est le bilan carbone le plus complet à ce jour. Donc, où il y a l'entreprise, certes, qui renseigne
tout un tas de données liées aux achats, à l'informatique, à la consommation d'énergie. Ça, c'est principalement les 2 premiers scopes. Donc là, on a les équipes services généraux, finances et achats qui sont des gros apporteurs d'informations et qui remplissent le scope comme ça. Et puis après, le scope 3, c'est d'impliquer ses collaborateurs. Et on est assez content pour cette première année, puisqu'on a 70% de nos collaborateurs qui ont joué le jeu et qui ont répondu en fait à un questionnaire qui mesure, pour venir travailler chez Addis tous les jours, comment ils viennent, comment ils se déplacent, qu'est-ce qu'ils mangent à midi, comment ils mangent. Et tout ça compte aussi effectivement dans notre empreinte carbone. Donc aujourd'hui, voilà, on a un premier chiffre. Alors partager le chiffre avec vous n'aurait pas forcément beaucoup de sens. Combien de tonnes on fait? On en fait 5508. Ok, c'est bien. C'est énorme. C'est pas tant que ça. Enfin, c'est pas mal, mais c'est pas tant que ça. Effectivement, c'est challengeable et c'était bien le but. Et c'était surtout d'identifier finalement c'est quoi, ces 5508 tonnes, c'est quoi les postes qui pèsent lourd dans une entreprise administrative comme la nôtre. Sans surprise, c'est l'énergie, le bâtiment, les consommations d'énergie qui arrivent sur la deuxième marche. Je me suis trompée, je n'ai pas commencé par le premier, qui arrive sur la deuxième marche du podium. Le premier poste étant les fournisseurs, les prestataires, la politique d'achat globalement, bien choisir ses prestataires, ses fournisseurs qui sont eux-mêmes engagés dans des démarches responsables. Et ensuite, à égalité, tout ce qui va être matériel informatique et puis déplacement des collaborateurs. Ce sont nos 4 gros postes aujourd'hui qui nous ont permis de définir notre stratégie climat, qu'on a décidé du coup de baser sur ces 4 piliers-là. Ce seront nos quatre axes de travail pour faire réduire notre empreinte carbone à l'avenir, réduire les consommations d'énergie, bien choisir ses fournisseurs, adapter sa politique d'achat et faire travailler nos collaborateurs ou les accompagner pour se déplacer et manger autrement au quotidien quand ils viennent travailler. Parce que c'est vrai que la mesure de l'empreinte carbone, c'est aujourd'hui quelque chose de clé dans tout le process. Donc là, la mesure, c'est la première étape, c'est la chose la principale. Après, la réduction de l'empreinte carbone avec des objectifs, la seconde. On peut même aller encore plus loin parce qu'il y a même des fonds d'investissement. Nous, on a un fonds d'investissement AGP Monde Durable qui va jusqu'à compenser en carbone les émissions qu'est faites. C'est ce que vous avez fait lors du congrès des ADP, mesurer et compenser les émissions carbone. Comment est-ce que chez Inco, Jean-Michel, tu as ta propre méthodologie, je crois, toi, de mesure? Comment elle se matérialise? Sur le sujet carbone, nous demandons à chacune des entreprises du portefeuille de réaliser ce que vous avez fait, c'est-à-dire un bilan scope 1, 2 et 3 complet de leur impact en termes d'émissions de CO2. Et ce qu'on va leur demander, alors ce sujet-là, comme en fait sur un certain nombre d'autres, j'y reviendrai, c'est de se fixer des objectifs, une feuille de route. Vous savez, je pense tous qu'aujourd'hui, l'objectif au niveau Union européenne, c'est neutralité carbone en 2050, avec une étape en 2030 assez exigeante, de moins 55%, je crois, par rapport à 90%. Donc en fait, ce qu'on demande à nos entreprises de portefeuille, c'est de se fixer une feuille de route dans laquelle certaines, leur sujet comme Phoenix, c'est vraiment de contribuer assez massivement à des économies d'émissions de carbone. Mais pour les autres, c'est que font-elles pour que en 2030 puis en 2050, leur feuille de route soit compatible avec la trajectoire zéro carbone. Voilà. Et je souligne que nous, on est un fonds impact et donc on est particulièrement sensible à ce sujet, mais c'est un sujet qui va très rapidement se généraliser, notamment dans le monde de la finance. La nouvelle version du label ISR, par exemple, qui va sortir, demandera aux fonds d'investissement qui veulent être labellisés ISR de vérifier que les entreprises dans lesquelles ils investissent ont bien une stratégie de réduction des émissions carbone qui soit compatible avec la trajectoire zéro carbone 2050. Sinon, si votre fonds investit dans une entreprise qui n'a pas une stratégie comme celle-là, assez rapidement, le fonds qui investira dans une telle entreprise ne pourra plus être un fonds labellisé ISR. Voilà. Et en fait, nous, notre sujet en tant que fonds impact, c'est de reporter à nos investisseurs, donc à AGP et in fine à ses souscripteurs, que l'argent qu'ils nous confient, on l'investit dans l'objectif d'avoir de l'impact et on monitore l'impact obtenu. Donc, chacune des entreprises se fixe des objectifs. Alors, ça peut être des objectifs environnementaux, donc notamment sur les émissions de carbone et leur réduction, mais des objectifs sociaux également, année après année. Et en fait, on va vérifier, après avoir fixé ces objectifs avec l'entreprise, à quel point elle les réalise. Donc, on va lui demander de reporter, ce qui suppose de mesurer. Alors, je ne sais pas
tous les combien de temps vous avez prévu de faire vos points de mesure sur les émissions de carbone, mais pour savoir quelle est l'évolution réelle de la situation, il faut mesurer régulièrement, ce qui est un vrai effort au niveau des entreprises. Il faut structurer un reporting qui soit sérieux. Et in fine, c'est pour nous un instrument de dialogue avec l'entreprise. C'est-à-dire si on en a une dont on voit que, par exemple, Moulineau qui collecte des déchets alimentaires, mais cette fois-ci pour les composter ou pour faire du biogaz, si on voit que leur production de compost plafonne, voilà, on va chercher à comprendre pourquoi, comment ils peuvent corriger ça, etc. Et c'est une démarche qui est bien acceptée par les entreprises, le fait de leur demander d'avoir des objectifs et de mesurer tout ça? En fait, on prend la précaution de l'enclencher avant l'investissement. On finalise ces feuilles de route d'impact au moment où on investit. Elles sont annexées à notre pacte de l'actionnaire, donc elles sont vraiment présentées comme un complément tout à fait aussi important, on va dire, que le business plan de l'entreprise qui est aussi annexé au pacte d'actionnaire. Voilà, donc la règle du jeu est assez claire dès le départ. On investit dans les entreprises qui mettent la recherche d'un impact au cœur de leur stratégie. Donc évidemment, ça facilite ce dialogue, puisque les entrepreneurs ont développé un projet avec en tête d'avoir de l'impact. Mais globalement, ça se passe pas mal sur le sujet impact. Ce qui est un peu moins évident pour nos PME, parce que c'est des PME, c'est le sujet ESG. Donc la responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance, notamment sur le plan responsabilité sociale et gouvernance. Les PME, même celles qui cherchent à avoir de l'impact, n'ont pas forcément complètement bien intégré que le sujet de l'égalité salariale, de l'égalité des genres, de la maîtrise du turnover, etc. C'est un sujet aussi qui doit être monitoré, contrôlé et faire l'objet de corrections quand il s'avère que sur l'un de ces sujets, l'entreprise n'est pas bonne. Alors, on a bien vu tout à l'heure, avec 98% des agents ont adopté la mission du réseau avec une mission. Et toi, Ariane, côté Adis, l'impact collaborateur, tu les sens impliqués dans la démarche globale que vous souhaitez mettre en place? Oui, très. Il y a même de la demande aujourd'hui. C'est un élément même de marque employeur que d'être une entreprise responsable. Les collaborateurs ou les candidats, même, je dirais, quand ils viennent postuler un poste chez Adis, commencent à poser la question aux recruteurs et à leurs potentiels futurs chefs de mais et vous, c'est quoi Adis votre démarche responsable? Donc c'est même encore plus fort que ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils nous attendent et ils nous interrogent là-dessus. Après, évidemment, c'est comme dans toute structure quand même. Je mentirais en disant que 100% des salariés sont à fond. Il y en a qu'il va falloir emmener, mais on a ce chiffre de 70% qui ont spontanément répondu cette année était déjà très encourageant. Et le nombre de gens qui portent un badge vert dans la maison aussi, puisque ceux qui ont envie d'être éco-ambassadeurs chez nous peuvent le faire. On a constitué un comité de pilotage qu'on a coopté, je dirais, mais il s'agrandit aussi tous les jours avec des collaborateurs qui souhaitent être éco-ambassadeurs et qui apportent des idées pour réduire notre empreinte carbone. C'est génial. Eh bien, écoutez, il est bientôt l'heure de conclure cette table ronde. En un mot de conclusion, moi, je voulais simplement dire que depuis ce matin, les diverses tables rondes, les diverses interventions et même les gens qu'on voit en haut, là, les startups qu'on voit en haut, il y a une chose qui me frappe quand même, c'est qu'on est globalement tous alignés sur cette question du responsable, tous à nos niveaux, donc les startups, les créateurs d'entreprises qui intègrent dès la conception de leurs produits, de leurs services, des contrats, cette notion d'impact écologique, d'impact de décarbonisation, etc. Les acteurs plus traditionnels comme nous aussi sur des questions de transformation d'activités qui sont des transformations avec des horizons temporels qui sont plus longs que ceux de personnes qui créent des nouvelles entreprises et de nouveaux services. Mais globalement, je sens que cette synergie entre tous ces nouveaux acteurs, tous ces créateurs, tous ces porteurs de projets et acteurs traditionnels qui veulent ensemble contribuer à un monde plus durable, cette synergie, elle va avoir un potentiel fort pour nous, un vrai potentiel pour le secteur de l'assurance. Et aujourd'hui, je pense que finalement, notre enjeu, globalement, InsureDay, donc l'enjeu globalement du secteur de l'assurance, c'est pas d'être un contributeur positif, c'est d'être un leader sur ce marché et sur cette question d'impact écologique de notre activité. Et c'est l'objectif qu'on doit globalement se fixer, et un objectif qui résonne d'autant mieux aujourd'hui avec l'actualité des derniers jours, et vous avez vu la nouvelle COP et les nouveaux indicateurs d'augmentation de température qui vont nous être imposés. Donc voilà, merci à tous, on espère que cette table ronde vous a plu.